Oui, je voulais tout d'abord remercier M. Robin et M. Bensouda de leur très amicale invitation, ce qui me donne le plaisir de revenir pour la troisième fois au Maroc. On va donc aborder le thème des oméga-3 d'origine marine, ceux que l'on trouve essentiellement dans les poissons gras, mais qu'on peut d'ailleurs aussi trouver dans les viandes. Donc on les appelle par tradition oméga-3 marins, mais ces oméga-3 sont présents aussi dans les viandes. En fait, il s'agit spécifiquement, dans mon exposé, des acides gras polyinsaturés à longue chaîne N-3, c'est-à-dire l'EPA et le DHA. Et on va voir leur capacité à moduler l'adiposité. Alors l'intérêt pour les oméga-3 est lié au départ, et ce n'est pas le sujet principal de mon exposé, donc je vais le faire très rapidement, sur l'observation que chez les Esquimaux, qui sont des grands consommateurs de produits d'origine marine, il y a une prévalence très faible du diabète de type 2, dont vous savez qu'il résulte à la fois d'une insulinorésistance et d'un déficit de sécrétion d'insuline. Et de ce fait, un certain nombre d'études ont été menées partant de l'hypothèse que cette moindre prévalence du diabète de type 2 pouvait être au moins en partie expliquée par la forte consommation d'aliments riches en oméga-3 d'origine marine. La première étude qui a été faite dans ce domaine a été faite en fait sur des modèles animaux, en l'occurrence chez le rat, par un groupe australien qui est le groupe de Storlien. Et ces auteurs, en 87, et toute l'originalité de ce travail a fait qu'il a pu être publié dans Science, ont étudié 3 groupes de rats. Un groupe de rats qui avait un régime habituel de laboratoire, un groupe témoin, un groupe de rats qui était soumis à un régime hyperlipidique à base d'huile de tournesol, riche en oméga 6, en l'occurrence en acide linoléique, et un troisième groupe de rats pour lequel la ration hyperlipidique était substituée pour partie par 20% d'huile de poisson, autrement dit 40% de tournesol et 20% d'huile de poisson. Et ce qui a été étudié dans ce travail, c'est la sensibilité à l'insuline avec la technique du clan euglycémique hyperinsulinémique. On perfuse de l'insuline pour augmenter artificiellement l'insulinémie des rats. On perfuse du glucose en même temps pour qu'il ne soit pas en hypoglycémie. Plus on perfuse de glucose et plus le rat est sensible à l'insuline, moins on perfuse de glucose et moins le rat est sensible à l'insuline. Donc ce qu'on observe ici, c'est que ici c'est le régime témoin, ici c'est le régime à base d'huile de tournesol, et on voit que la quantité de glucose qu'il a fallu perfuser est diminuée de moitié, ce qui veut donc dire que ces rats sont devenus insulinorésistants. En revanche, dans le groupe de rats pour lequel il a été introduit au sein de la ration lipidique 7% d'huile de poisson et on a gardé 1% d'huile de maïs. Donc si on regarde la taille des adipocytes viscéraux, on vous a parlé ce matin de l'adiposité viscérale et du syndrome métabolique, vous avez ici la répartition de la taille des adipocytes viscéraux avec le régime témoin, ici. Vous avez ici la répartition de la taille des adipocytes avec le régime riche en saccharose et avec de l'huile de maïs. Et donc vous voyez que les adipocytes sont en moyenne beaucoup plus gros au niveau du tissu épididymaire viscéral qu'avec le régime témoin. Et si on introduit de l'huile de poisson dans le régime, eh bien on voit que la répartition est intermédiaire entre les témoins et le régime riche en saccharose sans huile de poisson. Donc ça veut dire que l'huile de poisson a la capacité de prévenir en partie l'augmentation de la masse adipeuse viscérale induite par le régime riche en saccharose chez le rat. Autre étude ici qui a été faite chez la souris, donc avec plusieurs types de régimes. Un régime hyperlipidique, 20% de lipides. La ration habituelle chez le rat, c'est 5-6% de lipides. Donc, chez la souris, pareil. Donc ici, on est chez la souris. 20% de lipides à base d'huile de lin, donc riche en 18,3 N-3. Un deuxième régime dans lequel on a à peu près moitié-moitié d'huile de lin et d'huile de poisson. Et ça pendant 4 semaines. Donc si on regarde ces deux régimes et que l'on regarde ici le poids corporel et que l'on s'intéresse spécifiquement à la graisse viscérale, la graisse épididymaire ou à la graisse sous-cutanée, dorso-lombaire, eh bien on voit qu'avec le régime qui contient de l'huile de poisson, dans lequel on a introduit de l'huile de poisson, la masse adipeuse adipocytaire est significativement diminuée par rapport au régime uniquement à base de lin. Si on regarde sur la masse du tissu adipeux sous-cutané, la différence n'est pas significative. Deuxième type de régime, un premier régime cette fois-ci beaucoup plus hyperlipidique, CHF, 35% de lipides au lieu de 20%, toujours à base d'huile de lin.
Il y a un deuxième régime avec 20% d'huile de lin et 15% d'huile de poisson, cette fois-ci pendant 5 semaines. Là, on a l'observation suivante, c'est-à-dire que sur la masse adipeuse viscérale avec l'huile de poisson par rapport au lin seul, eh bien, on a une masse adipeuse viscérale qui est significativement diminuée. Alors, il n'y a pas dans cette étude de régime témoin qui permettrait de dire ce que fait le lin tout seul. On ne peut pas exclure que le lin ait eu un effet éventuellement bénéfique aussi. Donc, deuxième étude qui confirme que les oméga-3 à longue chaîne ont un effet de diminution de la masse adipeuse viscérale au sein d'un régime hyperlipédique réputé augmenter cette masse adipeuse viscérale. Troisième étude, un petit peu du même genre, 20% cette fois-ci, mais au lieu d'être de l'huile de lin, c'était de l'huile de maïs riche en oméga 6, le régime SHFC, les noms sont un peu barbares, mais c'est ceux de l'étude. Un deuxième groupe de souris qui a reçu 20% de régime, 20% de lipides comme le précédent, mais au lieu d'être 100% d'huile de maïs, c'était 56% d'huile de maïs plus 44% d'huile de poisson. Avec une répartition 10% de PA, 50% de DHA, c'est-à-dire que c'était une huile de poisson plutôt riche en DHA, et un troisième régime, 20% de lipides toujours, 56% d'huile de maïs, 44% d'huile de poisson, mais cette fois-ci, la proportion était en faveur de l'EPA, plus riche en EPA qu'en DHA, à la différence du groupe précédent. Si l'on regarde uniquement la partie qui concerne la graisse viscérale, eh bien on voit que par rapport au régime témoin hyperlipidique à base d'oméga 6, le régime riche en huile de poisson a induit une baisse significative de la masse adipeuse viscérale. Et si on regarde le régime pour lequel il y a plus de PA que de DHA, on voit qu'il y a une baisse par rapport au régime témoin, qui d'ailleurs n'est plus significative. Donc en fait, la conclusion de ce travail, c'est que les oméga-3 d'origine marine diminuent bien la masse adipeuse viscérale, mais que c'est surtout le DHA qui est responsable de cet effet, puisque dans ce régime-là, c'était surtout du DHA, alors que dans l'autre régime où la baisse était moins importante, eh bien, c'était surtout de l'EPA. Donc ça permet comme ça de caractériser un petit peu mieux lequel des deux acides gras participe le plus à cette réduction de la masse adipeuse viscérale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet sur le tissu adipeux ? Il y a d'autres effets qui sont intéressants, et là on est toujours sous la souris, j'y insiste, c'est un effet mitochondrial. Ici, donc, deux groupes de souris, des souris soumises à un régime témoin et des souris soumises à un régime donc, riche en N-3. La première chose qu'il faut observer, c'est qu'avec le régime riche en N-3, il y a une stimulation de l'expression d'une enzyme qui est la carnitylpalmitoyltransférase. Cette enzyme permet l'entrée des acides gras dans la mitochondrie pour permettre l'oxydation des acides gras. Donc, ce qui veut dire qu'on met les souris dans une situation de favoriser leur oxydation lipidique. Si on regarde maintenant un autre gène qui s'appelle NRF1, qui lui est un gène qui marque en fait ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la prolifération mitochondriale, mitochondrie au sein duquel les acides gras sont oxydés, eh bien on voit qu'on a une augmentation significative aussi de l'expression de ce facteur de transcription qui témoigne de la synthèse donc de la mitochondrie. Et puis, il y a un phénomène qui était déjà connu, c'est-à-dire qu'on active un facteur de transcription qui est PPAR gamma, qui est impliqué dans la différenciation adipocytaire, impliqué dans la sensibilité à l'insuline. Donc, en fait, un élément qui est important, c'est que sur le tissu adipeux viscéral, les oméga-3 mettent le tissu adipeux dans une situation où on va aller plutôt vers l'oxydation lipidique que vers la synthèse et le stockage de triglycérides. Et ça peut être un mécanisme qui explique que la masse adipeuse viscérale soit protégée de l'augmentation par les oméga-3. Voilà ici une autre démonstration, ici avec un régime témoin, ici avec un régime riche en oméga-3. On va prendre que deux enzymes, la carnitylpalmitoyltransférase, qui est l'enzyme de l'oxydation lipidique. En fait, c'est l'enzyme de l'entrée des acides gras dans la mitochondrie pour favoriser leur oxydation. Donc, on voit que cette enzyme l'expression de cette enzyme est pratiquement doublée.
Et si on regarde maintenant une enzyme ici qui est la delta 9 désaturase, qui est une enzyme du stockage des lipides, eh bien on voit que cette enzyme est diminuée par 3 à 3,5. Donc on met le tissu adipeux dans une situation où on va oxyder des graisses et en stocker moins. Donc bien sûr, ça fait que la taille des adipocytes devrait être moins importante et c'est ce qui était observé dans les études précédentes. Si on regarde maintenant cette fois-ci une mesure de l'oxydation lipidique et pas seulement de l'expression des gènes, eh bien on voit que si on regarde l'oxydation tissulaire des acides gras, eh bien cette oxydation lipidique est stimulée dans le tissu adipeux viscéral par les oméga 3, alors qu'elle n'est pas stimulée dans le tissu adipeux sous-cutané. Donc c'est bien un effet spécifique tissu adipeux viscéral. Autre élément, la différenciation adipocytaire. Ce qui fait qu'on a une masse grasse importante, c'est grosso modo deux choses. Un, qu'on a des adipocytes plus gros qui sont remplis de triglycérides. Et deuxièmement, c'est qu'on a plus d'adipocytes qui se remplissent. Et d'ailleurs, dans la physiopathologie de l'obésité, les deux mécanismes existent, c'est-à-dire stockage lipidique avec augmentation de la taille des adipocytes, mais aussi capacité à faire de nouveaux adipocytes qui vont se remplir. Donc, là, cette étude a été faite in vitro, donc sur des cellules adipocytaires, des cellules adipeuses. Voilà ici donc le milieu de culture témoin. Voilà le milieu de culture. Donc vous voyez ici, il y a beaucoup d'adipocytes, qui par ailleurs sont remplis de triglycérides. Voilà ici avec du DHA à 50 micromolaires dans le milieu, et voilà avec du DHA à 200 micromolaires dans le milieu. Vous voyez qu'il y a une différence considérable en fait en ce qui concerne le nombre d'adipocytes qui se sont différenciés à partir de pré-adipocytes. Et donc si on regarde ici les courbes, voilà ici la taille des gouttelettes lipidiques, donc c'est le contenu lipidique dans les cellules adipeuses. Vous voyez que c'est significativement plus bas avec le DHA 50 micromolaires, encore plus avec 200 micromolaires. Et si on regarde la surface lipidique, qui est une autre manière d'exprimer les choses, on a exactement le même résultat. Donc, un élément supplémentaire qui est diminution de la différenciation adipocytaire, donc de la capacité à fabriquer de nouveaux adipocytes. Si l'on regarde maintenant la lipolyse, c'est-à-dire la capacité à libérer donc les acides gras à partir des triglycérides stockés. Alors pour mesurer la lipolyse, en fait on mesure la libération de glycérol par les adipocytes. Vous savez que les triglycérides, c'est une molécule de glycérol sur laquelle est branchée 3 molécules d'acide gras. Donc si on mesure la libération de glycérol dans le milieu de culture, on a une mesure de la lipolyse. Eh bien vous voyez qu'ici avec le régime témoin, ici, c'est la référence. Quand on met du DHA 50 micromolaires, la lipolyse augmente. Avec 100, ça n'augmente pas plus. Et à 200, on majeure encore les choses. Donc, encore un autre mécanisme par lequel les oméga 3 agissent sur le tissu adipeux, c'est une augmentation de la lipolyse, de la capacité à faire libérer les acides gras. Donc, si je parle de manière un peu triviale, à vider le contenu en triglycérides des adipocytes. Alors, le tissu adipeux, cela vous a été très bien dit ce matin, ce n'est pas un tissu inerte qui se contente de stocker des graisses et qui se contente de libérer des graisses. On pourrait le penser au vu de ce que je viens de vous montrer. Non, vous savez déjà que c'est un tissu adipeux qui sécrète des hormones qu'on appelle des adipokines. Et il y a deux hormones parmi plein d'autres qui sont sécrétées, ou de cytokines qui sont sécrétées par le tissu adipeux. C'est l'adiponectine, dont on vous a dit ce matin que plus elle était élevée, mieux c'est. En fait, ça veut dire que lorsque l'adiponectine est élevée, c'est un marqueur de bonne sensibilité à l'insuline. Et puis la leptine, qui est cette hormone, qui est la première hormone qui a été découverte comme étant sécrétée par le tissu adipeux et qui donc va agir au niveau de l'hypothalamus pour diminuer la prise alimentaire. Donc si on reprend l'étude de tout à l'heure avec les deux types de régimes, ici un régime à base d'huile de maïs et ici un régime à base d'huile de poisson, et que l'on regarde uniquement l'adiponectine et la leptine, on voit que lorsqu'on introduit de l'huile de poisson dans le régime hyperlipidique, on va augmenter la concentration d'adiponectine, ce qui est un effet favorable, et que l'on va par ailleurs ne pas avoir d'effet significatif sur la leptine dans ce travail. Donc le principal résultat, c'est une stimulation de la concentration plasmatique d'adiponectine. Si l'on regarde, alors là on va pouvoir passer, si l'on regarde donc cet autre travail avec le régime riche en saccharose que je vous ai montré tout à l'heure,
et que l'on regarde ici leptine et adiponectine, vous voyez que là encore, sur la leptine, il ne se passe rien. Le régime riche, enfin ici il se passe quelque chose, excusez-moi, le régime riche en saccharose va diminuer la concentration de leptine. Qui dit qu'on diminue la concentration de leptine dit qu'on a un risque de moins inhiber la prise alimentaire. Si on introduit de l'huile de poisson, on restaure la concentration de leptine à la valeur des rats témoins. Si l'on regarde maintenant l'adiponectine, avec l'adiponectine, on est à 2,58 avec le régime témoin. Le régime riche en saccharose qui rend insulinorésistant s'accompagne d'une baisse de l'adiponectine. Et si on a introduit de l'huile de poisson, on corrige la baisse de l'adiponectine. Et ceci s'accompagne d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Voilà l'utilisation du glucose de référence avec le régime témoin. Vous voyez que cette utilisation est divisée par 2 avec le régime riche en saccharose, ce qui témoigne d'une insulinorésistance. Et voilà ce qui se passe quand on introduit de l'huile de poisson. On restaure la sensibilité à l'insuline que l'on a avec le régime témoin. Et donc ceci est parallèle, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet, mais ceci est parallèle avec la restauration de la concentration d'adiponectine. Mais il y a probablement un lien de cause à effet, si ce n'est complet, au moins partiel. Donc, autre démonstration avec l'adiponectine dans un autre travail qui confirme les précédents. Ici, sur une étude de 15 jours, avec donc 3 types de régimes. Un régime à base d'huile de tournesol riche en oméga 6, un régime qui ne contient que de l'huile de poisson et un régime qui contient ici de l'huile de soja, donc qui est riche en 18,3 N-3, c'est-à-dire en acide alpha-linolénique. Eh bien, lorsque l'on regarde ça, on voit que la concentration d'adiponectine n'est pas différente entre le régime tournesol et le régime soja. En revanche, avec le régime huile de poisson, vous voyez que la concentration d'adiponectine augmente de manière extrêmement marquée par rapport à 2 autres types de régimes. Et si l'on regarde l'augmentation en valeur relative de la concentration d'adiponectine, on voit que ceci est tout à fait important et que ça dépend de la quantité d'huile de poisson dans le régime. Vous avez ici 27%, j'ai ma flèche qui fatigue, mais vous avez ici 27%, 14% et 8% d'huile de poisson. Et vous voyez que plus la concentration en huile de poisson est basse et moins la concentration d'adiponectine s'élève. Donc il y a un effet dose de l'huile de poisson. Oh, sinon, je vais me débrouiller avec la flèche, ne vous tracassez pas. Voilà. Et parallèlement à cette concentration d'adiponectine qui augmente avec l'huile de poisson, vous voyez ici, merci beaucoup. Voilà. Vous avez ici l'expression dans le tissu adipeux viscéral. 5 minutes, d'accord. Une augmentation de l'expression dans le tissu adipeux viscéral. Avec l'huile de poisson, et vous voyez que ça n'apparaît pas dans le tissu adipeux sous-cutané. Donc c'est une confirmation supplémentaire que les oméga-3 semblent avoir un effet dans différents domaines, mais qui se limite au tissu adipeux viscéral et qui laisse de côté en quelque sorte le tissu adipeux sous-cutané. Donc là on peut passer. Donc en conclusion de cette première partie, donc chez le rongeur, les oméga-3 d'origine marine diminuent l'adiposité viscérale, ils augmentent la lipolyse et l'oxydation lipidique, ils diminuent la lipogénèse, donc le stockage d'acides gras, ils stimulent la biogénèse mitochondriale, donc la multiplication en quelque sorte des mitochondries, ils augmentent l'adiponectine et dans certaines études, ils augmentent aussi la leptine. Alors maintenant, qu'en est-il chez l'homme ? Alors chez l'homme, les études sont beaucoup moins claires que chez la souris ou chez le rat. Et c'est important d'en prendre conscience, si il veut bien avancer, avec un aspect voilà. Donc, cette fois-ci, c'est passé trop vite, excusez-moi. Avec un travail qu'on avait fait il y a déjà plus de 10 ans, où on avait donné de l'huile de poisson à des volontaires sains. La dose d'huile de poisson, ça équivalait à 1,7 g de PA plus DHA, 1,7 g par jour pendant 3 semaines, c'est-à-dire en dessous des 2 grammes par jour qui sont la dose maximale recommandée par l'AFSA. Et on a regardé dans le groupe, donc ça a été comparé avec un régime sans huile de poisson. L'huile de poisson a été substituée aux acides gras N-6. Et vous voyez que dans cette étude, on avait observé chez tous les sujets une perte de poids qui n'était pas majeure sur 3 semaines, mais enfin quand même,
hein, qui était quand même en moyenne de près de 800 grammes. Et si on regarde la masse grasse, il y avait une diminution de la masse grasse chez tous les sujets. Donc ce travail semblait montrer, enfin il semblait pas, montrer qu'avec de l'huile de poisson, par comparaison à un régime sans huile de poisson où il ne se passait rien, on induisait une perte de poids significative et une perte de masse grasse qui était estimée par absorptiométrie. Plus récemment, on a fait un travail qui a consisté à faire exactement le même type de choses chez des volontaires, cette fois-ci plus âgés, d'âge moyen 50 ans, où on a regardé en rouge l'effet de l'huile de poisson par rapport à un placebo qui était de l'huile de paraffine, sur le poids, l'indice de masse corporelle, la masse maigre et la masse grasse. Et là, sur une période de 6 semaines, on a observé, cette fois-ci, aucune différence sur la masse grasse qui était mesurée par impédance-métrie. En revanche, lorsque l'on suralimentait les sujets avec un régime hyperglucidique, l'huile de poisson favorisait l'oxydation lipidique, mais sans modifier la composition corporelle. Donc vous voyez que une étude toujours entre les mêmes mains montre quelque chose et l'autre ne montre pas tout à fait la même chose avec des doses équivalentes d'huile de poisson. Alors est-ce que c'est lié à l'âge des sujets? C'est pas impossible, hein, que la masse grasse soit moins facile à moduler quand on a 50 ans que quand on en a 20. C'est une explication possible, elle n'est pas forcément exacte, mais enfin c'est une hypothèse que nous avons. Ici, un travail qui a consisté à prendre des obèses en les mettant à un régime très basse calories, avec ou sans N-3, et quand on ajoutait des N-3 dans le régime, la perte de poids avec le régime très basse calories était plus importante. Et il y avait une relation dans ce travail-là entre la modification de l'indice de masse corporelle et la teneur en DHA dans le tissu adipeux. Ce qui semblait suggérer que le DHA, dont on a vu qu'il avait un effet sur la masse adipeuse dans les travaux chez la souris, est susceptible éventuellement de favoriser une perte de masse grasse chez l'homme dans ces conditions-là. C'est toujours au conditionnel, parce que, encore une fois, toutes les études ne sont pas positives. Ici, un autre travail chez des femmes ayant un diabète de type 2 ou qui ont été soumises pendant 2 mois à un régime avec un placebo ou avec de l'huile de poisson. Pareil, dans ce travail-là, ils ont observé une diminution de la masse grasse et une diminution de la masse adipeuse du tronc. En revanche, sur le tissu adipeux viscéral, il n'y avait pas de différence significative. Donc une tendance à la perte de masse grasse chez ces femmes diabétiques, mais cette fois-ci plutôt sur la partie tronculaire que sur la partie abdomen. En conclusion, on peut donc dire qu'il apparaît que les oméga-3 marins pourraient favoriser modestement la perte de masse grasse chez l'homme, mais cela doit être confirmé par de nouvelles études. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Jacques Delarue, pour cette intervention très didactique. Et maintenant, nous allons commencer les questions tout de suite, monsieur. Allez-y. Question. Qu'en est-il de l'acide alpha-linolénique? Il n'y a rien qui a été fait. Je voulais dire que c'est un effet qui semble quand même nettement plus marqué avec les oméga-3 à longue chaîne qu'avec le 18-3. Et quand on regarde les études chez l'homme, je ne sais pas si Bernard en a, mais il répondra peut-être sur l'effet du 18-3 sur la perte de masse grasse spécifique. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'études qui aient étudié spécifiquement la masse grasse. Donc c'est difficile de te répondre. Et chez l'animal, les longues chaînes ont clairement un effet bien supérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a un seuil de niveau d'apport en oméga-3 longue chaîne pour obtenir un effet? On n'a pas suffisamment d'études pour répondre à ta question, malheureusement. Hein, voilà. En tout cas, chez l'homme, les études ont été faites qu'avec une seule dose et dans des conditions assez éparses. Et il y a des études négatives, qui plus est. Hein.
Oui, il y a une explication pour qu'il y ait une différence fonctionnelle entre DHA et EPA? Non, il n'y a pas d'explication qui soit proposée, c'est une observation. Est-ce que c'est lié à la longueur de la chaîne, 22,6 N-3 au lieu de 25 N-3, qui pourrait éventuellement moduler plutôt tel ou tel aspect, telle ou telle expression de gène, ou telle fonction membranaire? La réponse n'existe pas dans la littérature, donc malheureusement je ne peux pas vous l'apporter. Et je dirais, mais je pense que c'était quand même un point intéressant justement d'avoir essayé de savoir lequel des deux, en sachant que personne n'a étudié spécifiquement le DHA pur versus de l'EPA pur, hein, c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais quand c'est plutôt le DHA, il semble que ça soit plus marqué avec le DHA, donc les auteurs ont tendance à conclure que c'est plutôt le DHA qui fait l'effet. Voilà. Mais quel est le mécanisme qui fait que c'est plutôt le DHA que l'EPA? La réponse n'a pas, à ma connaissance, été apportée dans la littérature. Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est que il n'y a aucune étude chez l'homme aujourd'hui publiée qui mette en évidence que les oméga-3 d'origine végétale aient un effet sur le poids ou sur la masse grasse. D'accord ? Voilà. Il y a des études chez l'animal qui suggèrent qu'ils ont un effet, mais moins important que les oméga-3 à longue chaîne. Peut-être pour répondre juste, entre l'EPA et le DHA, il semblerait que l'EPA soit une sorte de réserve pour faire du DHA, et lorsque le DHA n'est pas utilisé, il y a un métabolisme reverse qui donne de l'EPA. Et que donc cet EPA, c'est une masse disponible pour faire du DHA, parce que c'est le DHA qui est la réelle, je dirais quasiment une hormone, enfin c'est pas une hormone au sens propre du terme, mais qui est significativement la molécule qui est la plus efficace. Alors sur le plan du poids, mais également sur le plan cardiovasculaire, puisqu'on sait que sur le plan cardiovasculaire, c'est le DHA qui est anti-arythmique et que dans la mortalité pour infarctus, c'est bien les troubles du rythme qui sont significatifs, et ça c'est le DHA, c'est pas le PA. Et que le PA n'est qu'une sorte de réserve disponible pour fournir du DHA, avec un taux de conversion qui est relativement modeste cependant. Avec juste une petite précision complémentaire, c'est que sur l'effet anti-inflammatoire des longues chaînes, c'est plutôt le PA par contre. Voilà. Donc, Monsieur Bensouda.